Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, si vous aimez les parcours hors normes, les histoires de passion et de glisse, vous êtes au bon endroit. Je suis Mathieu, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée au parcours déjà impressionnant, Capucine Delannoy. À seulement 18 ans, elle est quadruple championne du monde de kitesurf en strapless freestyle. Et elle incarne clairement la nouvelle génération de rideuses qui repousse les limites du sport. Capucine a grandi entre Annecy et le Brésil, entre la neige des Alpes et les alizés de Préa. Elle découvre le kite très jeune, presque par hasard, en famille, avant de faire ses premiers pas en compétition à seulement 12 ans et de décider très tôt qu'elle voulait devenir championne du monde. Dans cet épisode, Capucine se livre avec beaucoup de sincérité. On parle de travail, de répétition, de mental, de la difficulté de perdre, de la pression des titres, mais aussi du plaisir de progresser et de l'envie de faire évoluer le kite féminin. On parle aussi d'une histoire de famille forte, d'un père coach, d'un frère inspirant, de grosses galères, de sessions magiques et de ce feu intérieur qui pousse à retourner à l'eau encore et encore. Vous allez entendre une athlète très mature, lucide et profondément inspirante. Bonne écoute, régalez-vous et bienvenue dans Mordu. Salut Capucine, bienvenue sur Mordu. Bonjour, merci de me recevoir. Ah bah écoute, moi je suis content de t'avoir pour plein de raisons. Bon déjà, t'es championne du monde de kite en freestyle strapless, alors que t'as pas encore 20 ans. Et tu fais partie, je trouve, des riders, on te regarde rider, tu dis « Ah, ça a pas l'air si compliqué ». Et en fait, quand toi t'es sur la planche, c'est impossible. Donc c'est hyper impressionnant, je trouve, de l'extérieur. Et puis aussi, il y a quand on regarde tes vidéos, tu vois, c'est marrant. Hier, je préparais le podcast dans mon bureau et il y a ma petite fille de 10 ans qui est passée. En général, elle voit que je suis sur des vidéos de kite et de surf et elle hausse ses sourcils, ça la gave. Enfin, on regarde 2 secondes, mais ça l'intéresse pas trop. Elle t'a regardé, elle dit, ah, mais attends, c'est qui la fille, là? Quand est-ce qu'elle a commencé? Elle m'a dit, mais est-ce qu'elle saute vraiment comme ça? Elle me dit, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle, là, elle saute comme ça? Et puis après, elle m'a dit, elle a combien de maillots? C'était assez sympa, mais tu vois, l'identification qui est immédiate, je trouve, sur les petites filles. Ouais, ça, c'est génial et c'est vraiment ce qui me motive et c'est vraiment, c'est l'idée de pouvoir motiver les petites filles pour faire pareil parce que je pense que c'est un sport où on a une très forte représentation masculine. Donc, c'est chouette de voir des filles qui en voient aussi et qu'on met plein de chaque couleur. C'est sympa parce que je te dis ça, j'ai vu que ça te faisait direct briller les yeux. Enfin, ouais, moi j'adore. C'est ce qui me pousse, évidemment, gagner des titres et tout, c'est quelque chose qui me motive, mais surtout pouvoir inspirer d'autres jeunes filles à faire ça. Moi, quand j'ai commencé, j'étais très très inspirée par mon grand frère. Moi, c'était la grande représentation que j'avais, et il y avait quelques filles, mais pas tant que ça. Donc, je pense que c'est chouette de participer à ce mouvement, d'avoir une représentation de filles plus importante. Ah c'est cool. On va en parler aussi pendant cet épisode. Et puis aussi, t'as une belle visibilité sur Insta et les réseaux, enfin tu vois. Mais il y a pas beaucoup d'interviews de toi, tu vois. J'ai essayé de chercher des infos pour préparer. J'ai trouvé des choses, hein. Mais on trouve plein de vidéos, plein de contenus Insta et tout ça, mais des interviews longues, pas trop. T'es encore jeune, c'est sûrement normal, mais je suis content de. Ouais, c'est vrai. C'est le premier podcast que je vais faire en français d'ailleurs. Excellent. T'en as fait en quelle langue sinon? J'en ai fait un en portugais et un en anglais. Ah, parce que t'as grandi au Brésil. Moi, j'ai grandi au Brésil, ouais. Bon, écoute, on va avoir le temps de découvrir tout ça. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par les débuts, l'enfance. Comment t'as commencé le kite? J'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 7 ans. Donc, il faut revenir au début. Moi, j'ai un grand frère et on habitait avec mes parents à La Clusaz dans les montagnes. On était tous les deux au club des sports de La Clusaz. On faisait du ski en compétition. Et tous les ans, on allait en vacances au Brésil, dans le nord du Brésil. Et puis, mes parents étaient tous les deux médecins et ils sont tombés amoureux du Brésil. Donc, ils ont tout lâché pour ouvrir un hôtel sur la plage. Un peu la crise de la quarantaine. Tout le monde leur a dit, mais vous êtes fous. Et ils sont partis. Et en déménageant là-bas, forcément, quand on déménage au Brésil, on apprend à faire du kite. Donc, j'ai appris à 7 ans. T'as quel âge là quand ils font ça, tes parents? J'ai 7 ans. T'as 7 ans et donc t'as un grand frère, c'est ça? J'ai un grand frère qui, lui, en a 14. 14. Lui, il a 14 ans. Il est passionné de kite. Il adore, mais il veut pas faire de compétition.
Mais on déménage au Brésil, toute la famille est trop contente, mon papa m'apprend, toute la famille fait du kite et on fait ce qu'on appelle des downwind, donc on descend au vent en famille. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a motivé à en faire parce que toute la famille en faisait et j'étais trop petite, j'avais pas le niveau pour en faire. Et donc j'ai appris pour pouvoir suivre toute la famille. Et donc voilà, on déménage au Brésil et toute la famille se met au kite. Alors attends, l'histoire elle est belle. Alors déjà c'est assez rigolo parce que pour ceux qui font un peu de kite, des enfants qui font du kite moins de 10 ans, il n'y en a pas beaucoup. On en voit de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Souvent, effectivement, il y a les parents qui maîtrisent bien, donc ça c'est marrant. Mais il y a autre chose qui est quand même marrant, c'est que vous déménagez à Préa, c'est ça le... On déménage... Alors, vas-y, parle-nous de Préa, parce que moi, j'ai connu Préa en 2000... alors, ça a peut-être changé, mais moi, j'y suis allé pour la première fois, je crois, en 2005-2006. Préa, je sais même pas si ça existait vraiment, en fait. Il y avait rien, quoi. Il y avait rien. On déménage en 2013 et à ce moment-là, il y a rien. C'est un village de pêcheurs. Il y a Géry à côté qui est assez exploité avec beaucoup d'hôtels, mais Préa, c'est un peu un pari. Donc on arrive, je pense qu'on est un des premiers hôtels. Enfin, il y avait le Rancho très connu. Mes parents ont construit l'hôtel, mais il y a rien. Et c'était un bon pari parce que maintenant Préa, ça a explosé. On peut plus acheter de terrain sur la plage. Donc c'était un bon pari, mais on arrive et c'était assez dépaysant, on va dire. Ah ouais. Ouais, parce que c'est ça. Donc tu dis 2013. À l'époque, les gens, il y avait Jerry Kokora c'est hyper connu. C'est déjà assez petit, même si il se passe plein de choses. Très beau spot, très belle fête aussi, belle vie nocturne. Mais Préa, même à l'époque, les gens y allaient pour la journée en fait. Enfin, c'était vraiment aller-retour. Personne restait à Préa. Donc c'est ça. Hyper précurseur tes parents. Ouais, Préa, c'était un peu pas mort, mais le soir il se passait rien, donc les gens allaient juste pour kiter et comme tu dis, ils allaient dîner à Géry et ils passaient la nuit à Géry. Donc c'était assez dépaysant, mais ce qu'on a fait au début, c'est qu'ils ont quand même gardé un pied-à-terre en France, donc on habitait 6 mois au Brésil et 6 mois en France. Donc on faisait la bonne saison en France, l'hiver avec la neige, et l'été on était au Brésil. Et donc quand on rentrait en France, moi j'allais à l'école, mon grand frère aussi, et au Brésil on étudiait en ligne. Ah mais ça me fait rire parce que c'était forcément la question d'après, quoi, parce que moi j'ai 40 ans, tu vois, donc moi le concept de partir avec toute la famille au Brésil, là on enregistre décembre, on a eu un mois de novembre horrible, on en parlait ensemble ici, on va partir au Brésil, je signe demain. Il y a quand même le sujet de l'école et des enfants. Peut-être je te passe le numéro de mes parents après cette interview. Mais c'était un pari aussi, donc après j'ai eu un petit frère qui est né au Brésil, qui a maintenant 12 ans, et lui il a fait toute sa scolarité en ligne. Mais donc quand on déménage, mon petit frère vient de naître, mon grand frère a 14 ans, moi j'en ai 7, et là il y a justement la question de l'école. On ne peut pas étudier à Préa parce que le niveau est trop bas, donc on peut pas, c'était pas assez. Donc on étudie au CNED, donc qui est l'école française en ligne. Et ce qu'ont fait mes parents, c'est qu'au début, justement, c'est pour ça aussi qu'on faisait 6 mois et 6 mois. On étudiait 6 mois en ligne et on rentrait 6 mois en France à l'école pour être sûr qu'on ait fait tout le programme et qu'on soit au niveau. Et en fait, à chaque fois, mon frère et moi, on était en avance sur le programme, on avait terminé l'année. Donc c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et on avait des bonnes notes quand on rentrait en France. Alors raconte, c'était quoi les mois d'école? C'était quoi? C'était septembre-mars? Non, c'est la saison. Non, c'était moins. Les mois d'hecta, je rentrais en décembre, après il y avait les vacances de Noël et on repartait en avril. J'étais vraiment de passage. Ah, c'est incroyable. Et t'en parles avec le sourire, mais c'était que juste trop bien ou il y avait quand même des trucs qui étaient pas simples? Je pense que c'est quelque chose qu'on a très bien vécu parce que on a été habitués à dire au revoir aux amis à chaque fois de chaque côté et on a eu la chance d'être, moi en tout cas de mon côté, j'ai eu la chance d'être dans une école très sympa, j'ai des copines que je revois encore et à chaque fois j'étais très bien accueillie, donc c'est toujours facile d'y retourner. Et au Brésil, j'adorais. Au début, moi, j'étais pas trop kite, j'étais plus cheval, donc j'avais mon cheval, je rentrais, j'étais trop contente. Cam, lui, mon grand frère, faisait du kite, donc on adorait les deux en fait. Et avoir ce contraste, c'était bien parce qu'au bout de 6 mois, on en avait un peu marre de l'un et du coup, on allait à l'autre endroit et c'était vraiment sympa d'avoir les deux en fait. Ça se complémentait bien. Tu recommandes quoi? Ouais, vraiment. Tu feras pareil avec tes enfants? Pourquoi pas, ouais. Ouais. Ah là là, terrible. Non, ça a l'air d'être le paradis ton truc là. Bon là, tu te mets au kite avec tes parents au début pour le plaisir, pour être avec eux. Quand est-ce que tu commences la compète?
Alors moi au début le kite j'aime pas trop ça, j'en fais parce que toute la famille en fait, parce que je veux en faire et une anecdote, il y a une boisson, un soda au Brésil qui s'appelle le guarana et qui est pas très bon pour la santé et en fait il y avait un peu un truc où mais si j'arrive à faire ça en kite, du coup pour fêter ça j'ai le droit de boire du guarana et c'est un peu ce qui m'a poussée au début à chaque session un truc d'enfant, mais au début j'en faisais 1 heure par jour, pas plus. Et vient mes 12 ans et il y a une étape des championnats du monde à la maison, à Préa. Et je peux m'inscrire, donc je m'inscris et 2 mois avant, je commence à m'entraîner à fond et j'y prends vraiment goût. Et en fait, c'est le moment où la compétition s'est passée et de participer à la compétition. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment la compétition qui m'a animée et depuis, je suis sur le tour depuis mes 12 ans. Excellent. Et alors, la première compète, elle se passe comment? T'es tout de suite super forte ou La première compète, non, j'étais pas très forte. Après, j'ai été assez vite repérée, on va dire, parce que j'avais 12 ans et tout le monde est venu me dire un jour tu seras championne du monde et tout. Heureusement, j'avais mon papa qui est mon coach aussi à côté qui était oui, mais c'est pas dit, il va falloir que tu t'entraînes pour être championne du monde. Mais ouais, dès le début, il y avait quelque chose qui se passait, mais j'étais très loin du niveau. Et puis après, c'est venu tout doucement. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es la meilleure dans ce que tu fais? Tu travailles beaucoup? Ouais, c'est beaucoup de travail. Donc j'ai commencé vraiment à m'entraîner à 12 ans. Et à partir du moment où, parce que au début c'était vraiment du loisir, à partir du moment où j'ai dit j'avais 12 ans, moi je veux être championne du monde. Donc j'ai des parents qui sont extrêmement supportifs et ils m'ont dit d'accord, tu vas être championne du monde, mais c'est pas des paroles en l'air, il va falloir que tu t'entraînes. À 12 ans, tu dis je veux être championne du monde. Ouais, dès le début je savais, je le dis. Et donc là s'ensuit plein de voyages extraordinaires avec mon grand frère, avec mon papa. On est allé au Cap-Vert parce que moi j'ai toujours eu une avance en freestyle, donc c'est des figures parce qu'on habitait à Préa, donc ça je maîtrisais, j'avais des conditions à la maison. Mais ouais, peut-être juste pour comprendre, pour ceux qui connaissent moins le spot ou le sport, en fait à Préa, un énorme avantage. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui vont au Brésil pour faire du kitesurf, c'est qu'il y a du vent tout le temps. Il y a du vent fort tous les jours, donc c'est le paradis du kite et plus précisément le paradis pour le strapless freestyle. C'est incroyable, donc ce qui fait que moi et mon frère, on s'entraîne à faire ça tous les jours et on devient plutôt fort. Sauf que le problème, c'est que moi j'ai un retard par rapport aux autres filles en vague parce qu'à Préa, le seul problème, je dirais, de Préa, c'est qu'il n'y a pas de vague. Donc on commence à voyager et on est allé au Cap-Vert, où là, Cap-Vert, Ponta Preta, c'est des très grosses vagues avec des cailloux, un short-break pas facile. Et je crois que la première session que j'ai fait là-bas, c'était à 12 ans. Et au début, c'était la catastrophe dans les cailloux, le kite dans le short-break et tout. Et je devais faire la compétition, je crois, l'année d'après, que j'ai pas faite au final parce que j'avais pas je pouvais la faire, mais on a dit non, j'ai pas le niveau, j'attends. Ça a été un peu dur. Et puis j'ai attendu jusqu'à l'année d'après pour la faire. Mais ouais, beaucoup d'entraînement. Ouais, il y a un truc qui est assez particulier de dire je veux être championne du monde de kitesurf freestyle en strapless. En fait, il y a pas de carrière, il y a pas vraiment de club, il y a pas d'entraîneur. Enfin, c'est pas comme dire je veux être fort en foot où on s'inscrit dans un club. Là, il y a tout à inventer en fait. C'est ça, il y a pas vraiment de chemin à suivre. Après moi j'ai la chance que mon grand frère a commencé à faire de la compétition avant moi et mon papa l'entraînait aussi. Donc il savait déjà comment faire, il savait comment une compétition marche, comment on se prépare avant. Donc j'ai eu la chance d'arriver et d'avoir déjà une structure et quelqu'un qui me dise quoi faire, comment, quand. Donc ça, je pense que c'est un gros avantage que j'ai eu. J'ai gagné beaucoup de temps. Mais ton père, il était médecin, mais il était éducateur sportif aussi, comme Non, mon papa, quand il était jeune, il était champion de vélo. Il faisait du vélo dans un club à Reims, donc il était très sport. Et mes parents sont très sportifs tous les deux, donc on baigne un peu là-dedans. Mais il s'est inventé coach, on va dire. Enfin, il est devenu coach sur le tas avec nous, comme on est devenu athlète. Donc on a un peu tous appris en même temps, quoi. Ah, mais c'est marrant parce qu'en plus c'est des sports, c'est un sport qui est super technique en fait, dans positionnement des pieds, de la main, de bouger un truc de quelques centimètres, le talon, le machin, mais tout est nouveau. Et donc comment il fait? Il regarde plein de vidéos? Ouais, c'est ça. C'est des vidéos et il voit ce que moi je ne vois pas. Par exemple, je peux faire une figure encore et encore. Et à un moment, il va me dire non, mais si tu fais ça, ou dans ta tête, si tu changes ça. Et en fait, il sait exactement à force de regarder des vidéos. Et à chaque fois, il arrive à débloquer la figure ou à trouver le bon conseil. Il est extrêmement doué.
Il passe des heures avec moi. On passe des heures ensemble, lui sur la plage, moi sur l'eau, et c'est en général comme ça qu'on prépare une compétition. Ah, c'est incroyable ça. Alors effectivement, la famille a joué un rôle. Hein. Tu parles beaucoup de ton frère Camille, hein, qui est super rider, qui bosse j'ai croisé chez North quand on a fait l'épisode très rapidement. On s'est checké rapide. Et j'ai vu dans une interview que tu dis que c'est ta meilleure amie. Alors j'ai vu ça quelque part. Oui, mais c'est ça, c'est ma meilleure amie Camille. Je sais pas comment le décrire autrement, en fait. On voyage tout le temps ensemble et tout. Maintenant, ça a été un peu dur quand il a arrêté la compétition et maintenant il habite en Hollande, il travaille chez North. Donc ça a fait un petit trou, mais là, je vais tout le temps le voir. Vendredi, je vais à Amsterdam chez lui. Donc non, on est très proches et ça c'est vraiment chouette. Et comment ça se passe? Il y a de la rivalité un peu? Je veux dire, il y a beaucoup de complicité, mais est-ce qu'il y a de la rivalité? Non, aucune. Aucune, ouais. Aucune. Non, on est très complices. Après, moi, il m'a énormément inspiré sur la partie kite, il m'a beaucoup inspiré. Après, Cam est tellement talentueux qu'il comprend pas ce qu'il fait et du coup, il est pas très fort pour donner des conseils. Ouais. Donc, je peux pas vraiment dire qu'il m'est coaché, mais à chaque fois qu'on navigue ensemble et tout, forcément, ça m'aide. Et après, sinon, on est très complices hors de l'eau. Maintenant, on navigue très peu ensemble. Il navigue peu, mais Alors, on imagine le papa, le grand frère et tout ça, mais qu'est-ce que tu lui as apporté, toi, à ton grand frère, tu penses? c'est une bonne question, il faudrait lui demander. Je sais pas. Je sais pas. Très bonne question. Mais je pense qu'il a vraiment, je sais pas. Déjà, il doit être extrêmement fier. Donc, rien que ça c'est vraiment très, très cool. Tu l'as dit, hein, t'étais très, très forte en freestyle dès le début. Là, tu veux essayer de faire plus de vagues. C'est important pour être encore rester au top, ou c'est plus un plaisir pour toi d'aller surfer des vagues? Déjà, il faut être pour être championne du monde, il faut être très complète parce que c'est un titre qui se joue en strapless freestyle et en vague. Donc la moitié des étapes c'est du freestyle et je dirais même un tiers des étapes du freestyle et les 2 tiers de la vague. Donc c'est sûr que c'est quelque chose que je devais travailler, que je travaille depuis longtemps et que j'ai particulièrement travaillé cette année. J'ai commencé à être coachée par Mitou Montero. Ouais. Et j'ai Mitou passé Montero, c'est vraiment celui qui a la légende du kitesurf strapless. Ouais. Et j'ai toujours fait quelques coachings avec lui et c'est un coach incroyable, il est très 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 fort sur l'eau et en tant que coach aussi. Et cette année, avant d'aller au Cap-Vert, j'avais prévu de rester quelques temps et je l'appelle et je dis Mitou, j'aimerais bien faire un coaching avec toi dans les vagues pendant 1 semaine, je pense que ça pourrait m'aider. Et au final, il m'a coaché pendant 2 mois et demi et on a fini par gagner la compétition. J'ai progressé énormément, donc ça, je pense que c'était un bel accomplissement cette année et c'était vraiment un objectif. Ah, c'est beau. Et puis, j'ai vu des images de toi donc au Cap-Vert, sur Punta Preta, au Pérou. J'imagine que t'es allé rider aussi à Maurice. Enfin, j'imagine que tu t'es fait toutes les plus belles vagues du monde. C'est quoi la meilleure vague, ta meilleure session? Maurice, j'ai jamais fait encore. C'est sur ma liste. Je D'accord. devais y aller avec mon grand frère, mais il y allait pile sur les dates de mon bac, donc j'ai pas pu y aller. Mais je pense que ma vague préférée, c'est Punta Preta. Ouais. Parce que c'est une vague assez complexe, mais une fois que tout rentre, on comprend vraiment comment ça marche, elle est incroyable. J'ai eu des sessions magiques là-bas. Ah, mais moi, je suis allé une fois à Punta Preta. C'est pas compliqué. C'était le 31 décembre 2015. Ma fille avait 3 mois. Et donc, on arrive par l'avion, et j'arrive, je suis crevé. Ma fille a 3 mois, machin. Je vais rider 1 heure sur ce spot. Et un peu, il fait peur, ce spot. Il disait, à 12 ans, aller là-dedans. Enfin, c'est du vent offshore. Donc, il vous emmène au large. Pour rien que rentrer dans l'eau, il y a du shore break, il y a des grosses vagues. Donc, faut se jeter dedans. Je vois pas bien à 12 ans comment ça se passe. tu me diras. Moi, j'étais avec des potes. Il y en a certains qui sont pas allés à l'eau, qui ont dit, ah non, mais c'est trop hostile, ce truc-là. Donc, je fais ma session de 31. Le soir, on se couche tôt parce que jeunes parents, machin. Et donc là, 1er janvier, 10h, on est à Punta Preta. Et là, on est 3 sur l'eau. Et là, moi, j'ai une des meilleures sessions de ma vie. Et il me restait 10 jours. Et je me suis dit, mais ça va être les 10 meilleurs jours de ma vie, quoi. Parce que le spot est incroyable. Bon, et puis ça n'a plus jamais marché, quoi. C'est une vague qui est assez rare, quoi. Ouais, c'est une vague qui est assez rare. Mais ça dépend. Après janvier, c'est encore un peu tôt. Enfin, en fait, faut avoir vraiment de la chance pour avoir des vagues et du vent. Mais quand ça marche, c'est incroyable. Et oui, comme tu dis, c'est une vague qui fait un peu peur. En fait, t'as pas vraiment le droit à l'erreur parce que si tu te fais prendre dans la houle, t'es direct dans les rochers.
Et si tu te fais pas prendre dans la houle, tu peux aussi partir au large. Donc c'est sûr que les premières sessions font assez peur. Mais après, une fois que t'as atterri dans le short break plusieurs fois et dans les rochers, c'est... Ah, t'as atterri plusieurs fois dedans? Moi, j'ai fait plusieurs fois. La première année, j'ai pas réussi à passer le short break. Plusieurs fois, ça marchait pas. Je me souviens, j'ai terminé avec le sac, le kite en sac poubelle. Et j'y retournais parce que mon papa disait non mais tu vas avoir peur si tu sors et tu réessayes pas, donc j'y retournais et j'arrivais au large. Mais c'est pas facile aussi de prendre la vague là-bas. C'est ce qu'on dit pas, c'est que le vent est tellement offshore que c'est pas facile. Donc les premières années étaient assez difficiles. Mais après ça Ah ouais, mais allait. là, tu vas rassurer tout le monde en fait. C'est du boulot tout ça. T'es pas juste hyper doué quoi. C'est aussi. Non. Non, je pense pas que je sois très douée. Enfin, quand je vois par rapport à mes frères qui regorgent de talent, ils sont tellement talentueux, tout arrive très facilement. Moi, par rapport à eux, je pense que je dois travailler un peu plus. J'ai pas la même facilité qu'eux, mais bon, ça marche au final quand même. Juste un peu plus de travail. Ah mais c'est cool de t'entendre dire ça parce que vraiment je vous invite à regarder l'Insta de Capucine. Vraiment, vous regardez ce qu'elle fait, ça a l'air hyper facile. Merci. Et ça l'est vraiment pas. Hein. Non. Quand on a rien que sauter 2-3 mètres de haut avec une planche strapless sous les pieds sans strap, c'est improbable quoi. Et tu peux expliquer aux gens comment tu fais? Alors, la technique, il faut plier les genoux. Et en fait, tu plies ton genou avant et du coup, la planche va venir se coller contre ton pied parce que le vent va pousser dessus. Mais pareil, ça, on a fait, je me souviens, j'avais 13 ans, je crois, un des premiers voyages d'entraînement. On va au Maroc, mon grand frère, mon papa et moi. Et pendant 2 semaines, mon pauvre papa, il était sur la plage, il disait mais saute, et impossible de décoller les ailerons de l'eau. Donc c'est quelque chose que maintenant j'arrive à faire 3 tours en l'air, mais c'est pas venu tout seul, ça a pris un peu de temps. Ah ouais, et c'est assez impressionnant parce que tous ceux qui savent bien le faire, hein, moi honnêtement, quand je saute de 30 cm, j'ai l'impression d'être monté à 2 mètres de haut et d'avoir pris un risque de fou. Mais tous ceux qui en font très bien, ils disent en fait plus le vent est fort, plus c'est facile, Oui. quelque part. Sauf que moi, les quelques fois j'ai fait ça dans du vent fort, en fait, la planche, elle part et elle peut te passer pas loin du nez C'est ou ça. de la tête. Tu peux te faire super mal. C'est le risque, ça coupe un peu des fois, mais il faut faire attention. Mais plus c'est fort, plus c'est facile pour nous parce que du coup, ouais, ça colle beaucoup plus en fait, ça colle plus au pied. C'est quoi le trick qui t'a demandé le plus de courage ou le plus difficile à rentrer? Le plus difficile à rentrer, je pense qu'au final, ça a été le kite loop, donc qui est en fait une figure assez simple par rapport aux autres figures que je fais, qui sont 3 tours en l'air. Mais en fait, le kite loop, donc ça consiste à attraper ta planche et envoyer un loop avec ton kite en l'air. Et le problème, c'est que ça, moi, contrairement au twin tip, j'ai que une main sur la barre. Donc ça a été assez dur, ça m'a pris très très longtemps pour le poser et l'avoir de manière consistante, et surtout ça fait très mal quand tu le crashes. Donc je pense que ça a été le plus dur d'y retourner à chaque fois et de finir par le poser. Combien de temps t'as mis pour faire ça? Je pense que pour l'avoir de manière consistante, 2 ans ou plus. Entre la première fois où je l'ai posé et le jour où j'ai dit c'est bon, maintenant je l'ai quand je veux, 2 ans et demi. 2 ans et demi, et Ouais. quand tu te mets un tricks comme ça en tête, tu vas l'essayer 30 fois dans la session? Oui, ça va être ça. Après, je vais l'essayer à chaque session. Des fois, je vais faire des sessions où c'est vraiment objectif seulement kite loop. Sauf qu'après, je peux pas passer 2 ans à m'attarder sur une figure qui ne rentre pas. Donc, en fonction des compétitions qui arrivent, en général, je fais d'autres figures et après, j'y reviens le temps que j'ai pas eu le déclic, quoi. C'est vrai que tu vois, ce move, tu peux vraiment te faire mal, quoi. Enfin, c'est assez violent. Ça te demande comment tu fais pour te mobiliser, quoi, pour chaque jour y retourner, te donner envie. Des fois, tu dois te faire mal, limite te blesser. Ouais, je me suis fait plusieurs fois mal. Après, moi, j'ai la chance, je vais dire, de pas avoir très peur, donc je vais y retourner à chaque fois. Après, au bout d'un moment, c'est sûr que t'en as un peu marre, tu sors de l'eau, t'as fait 30 crashs. Donc, moi, ce que je dirais déjà, l'important, c'est à la fin de ta session de pas rester sur un crash et de refaire les figures que tu sais. Donc, déjà, tu sors de l'eau un peu plus en confiance. Et puis après, savoir pourquoi tu le fais et quel est ton objectif. Et je pense que c'est ça à chaque fois qui me motivait à y retourner. Mais c'est sûr que des fois, c'est pas facile de dire, allez, je vais à l'eau. Et là, ça va être 30 crashs ou plus d'affilée. Il faut savoir pourquoi tu le fais, quoi. Et alors, c'est quoi ton entraînement type? Une journée type à Préa, qu'est-ce qui se passe? Alors, une journée type à Préa, je me réveille, j'étais jeune. Après, je travaille, j'étudie. Ensuite, juste avant le déjeuner, je vais aller faire une petite session.
Et puis je mange et Donc là, après tu je fais retourne à l'eau. une petite session 1 heure et c'est quoi l'idée? C'est un objectif, c'est plaisir, c'est comment tu En fais ça? général, ce que j'essaye de faire le matin, c'est quand je fais d'une petite session, de réviser toutes les figures que je connais déjà. Donc là, je fais toutes les figures. Et la deuxième session, de faire des nouvelles figures. Ok, Essayer donc des innovations. le matin, tu fais tes gammes, quoi, C'est ça, comme au piano, pam, 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 t'enchaînes. c'est ça. Et après, l'après-midi, j'essaye les figures qui sont sur la liste pour la prochaine compétition. Ok, qu'est-ce que t'arrives pas à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'arrive pas à faire? Bonne question. Là, sur ma liste, il y a une figure que je rentre déjà, un double front chevite. Donc moi, je fais 2 tours et ma planche en fait 3. Et ça, je l'ai posé quelques fois, mais il est pas encore très consistant. Donc l'idée serait que ce soit plus Toi, tu fais 2 consistant. tours sur toi-même et après t'envoies ta planche J'envoie ma et fait planche. un triple tour. Et elle fait un tour de t'en plus. fais un tour de plus, donc C'est elle en ça. fait 3. Ah, ça commence à être costaud, ouais. Et ça, tu galères. Et ça, en fait, il faut que tout rentre dans l'ordre. Il faut que le kite soit au bon endroit, que je sois au bon endroit, que le vent. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent être au bon endroit au bon moment. Et ça, je le pose, mais pas encore de manière très consistante. Donc, c'est l'objectif. Est-ce que tu as identifié c'est quoi ton moteur? Parce que là, tu es toute cool, toute sympa, Capucine, elle est souriante et tout ça, mais tu dois tuer en compète, quoi, pour gagner. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est quoi qui, tous les jours, te motive et qui fait que le jour de la compète, t'as envie de gagner et d'être meilleur que les autres? Déjà, parce que j'adore gagner. Et après, je pense que... Alors, les champions, il y en a qui adorent gagner, il y en a d'autres qui aiment pas perdre. Souvent, on disait, il y a eu des interviews hyper connues sur le tennis où que le top 3, là, Federer, Nadal et Djoko, ils disaient, en fait, eux, c'est pas tellement gagner, mais alors ils détestent tellement perdre. C'est ça aussi, c'est surtout ça en fait. C'est parce que j'adore gagner. Après, j'ai perdu un titre, non, 2 titres. Et j'ai tellement détesté ça que je me suis dit mais plus jamais je veux avoir cette sensation à nouveau de perdre. Et je pense que c'est ce qui me motive aussi. Après, c'est pas une très bonne motivation parce que j'ai fait une année comme ça aussi en me concentrant surtout sur le fait de ne pas perdre. Et ça marche pas parce qu'au final, ça fait une pression pas très saine. Donc non, moi mon objectif c'est de gagner évidemment, mais surtout de pousser le niveau féminin et de progresser et de pouvoir montrer le meilleur niveau possible en compétition. Donc c'est un peu ce qui me motive. Comment t'as fait là? C'est intéressant parce que souvent chez les athlètes, mais aussi chez les jeunes athlètes, il y a ce côté ne pas perdre et c'est hyper important justement de passer un cap parce que déjà c'est pas une énergie très positive. Par ailleurs, on dit toujours pas perdre. En fait, faut que tu sois meilleur que les autres, mais en fait, ce qui compte c'est que tu fasses le mieux, quoi, en fait, parce qu'il y a des paramètres que tu maîtrises pas. Comment t'as fait le switch? Tu l'as fait toute seule ou tu t'es fait accompagner? Non, j'ai été accompagnée. C'est une bonne question. C'était pas facile. J'ai eu une année un peu compliquée. J'ai gagné quand même, mais c'était pas très sain. C'était l'année dernière. Ça a été un peu compliqué parce que moi je fais de la compétition depuis que j'ai 12 ans, donc pour l'année dernière j'avais 18. Donc pour moi à 18 ans, ça y est, je savais tout, le mental, comment ça marche. J'étais très très forte dans ma tête, rien ne pouvait se passer. Et puis, au final, je me suis rendu compte que des fois, ça pouvait flancher et que j'étais pas si forte que je le pensais. Et ça déjà, ça a été un peu dur à accepter que je me sentais un peu faible de temps en temps parce que quand tu gagnes tout et que tu te sens imbattable, c'est dur d'accepter que en fait, tu ne sais pas tout. Et du coup, j'ai décidé de me faire accompagner par une femme qui est formidable et qui a tout changé à ma vision des choses. Et depuis cette année, on a commencé à travailler ensemble à la fin de l'année dernière. Et puis cette année, je pense que ça montre à quel point ça a marché. Ça a été une année géniale. Je me suis éclatée en compétition. Je me suis vraiment amusée. C'était génial. Et j'ai tout remporté. Donc c'était vraiment une bonne année. Et apparemment, c'est la bonne stratégie à suivre. Ah, c'est cool ça. Est-ce que tu peux nous partager peut-être un tuyau, un tip, ce qu'elle t'a donné pour passer, j'ai envie de dire, en bonne énergie? On a travaillé sur tellement de choses, mais je pense qu'à partir du moment où je commence à douter et à me dire ah mais là j'ai très peur de perdre, en fait se dire mais non, je me suis entraînée, c'est moi qui vais gagner, et surtout avoir foi en toi-même, quoi. Il faut y croire et il faut être sûr que ce soit toi, mais avoir envie de gagner et pas avoir envie de perdre. Après c'est très facile à dire comme ça, c'est tout un travail, mais c'est important de penser que tu vas gagner, mais de pas penser à la défaite. Ouais. Donc vraiment projection positive. Ouais. Et puis en fait, il y a qu'une option, c'est de gagner, mais parce que ça va se passer et pas parce que j'ai peur de perdre. Ouais. Excellent. Ouais, on sent que
t'incarnes le truc, c'est sympa. Ouais, tu disais, donc toi, tu fais de la compète depuis toute jeune. Donc à la fois, on se dit c'est génial, moi aussi, j'aimerais bien faire ça, mais en même temps, les compètes, notamment alors c'est vrai dans le tennis, mais c'est encore, j'imagine, plus vrai dans le kayak, quoi. On peut être tout seul, on est dans des hôtels, des fois il y a du vent, des fois il y a pas de vent, c'est pas toujours fun. À un âge, tu vois, t'as commencé à 12 ans, c'était aussi bien de faire du poney et d'être avec les copines, quoi. Ouais, après, moi, j'ai jamais été très ça. Quand mes parents étaient très sport, donc, enfin très sport, on m'a mis à la danse classique et ils ont vite vu que c'était pas, c'était pas pour moi. Donc après, ils ont essayé le hip-hop, toujours pas. Et puis au final, on a fini quand même sur du kite. Mais c'est sûr que c'est génial d'avoir cette expérience, de voyager autant à 12 ans et de pouvoir faire des compétitions. Après, c'est sûr que ça vient avec plein de choses pas faciles. J'avais 16 ans quand je défends mon premier titre et c'est des années d'entraînement et de compromis et en fait ça se joue en 10 minutes et on se dit mais en fait en 10 minutes le rêve d'une ado de 16 ans peut se ruiner quoi. Et donc c'est sûr que c'est une pression pas facile à avoir si jeune. Après moi je suis très contente d'avoir fait ça parce que je pense que ça fait grandir énormément et ça me permet aussi de me connaître beaucoup mieux dans les moments sympas et dans les moments moins sympas. Donc non. Et puis après je suis jamais vraiment seule parce qu'en compétition, j'ai tout le temps mon papa avec moi. Donc ça c'est vraiment vraiment chouette et puis après en entraînement, maintenant je voyage toute seule, mais j'ai des amis un peu aux quatre coins du monde donc je suis toujours bien entourée. Ils t'ont laissé voyager seul à partir de quel âge, tes parents? J'ai voyagé avec mon grand frère, donc en fait très jeune, le pauvre. À partir de 13 ans, ils lui ont mis la petite sœur dans les pattes et allez hop, tu pars avec elle. Donc il allait aux soirées, je l'accompagnais. Ah ouais. Le pauvre. Mais je crois que ça l'a pas gêné. Et puis après, j'ai commencé à voyager toute seule à 17. Quand il a arrêté en fait. Ok, est-ce que t'as déjà pensé à arrêter? Très rapidement, j'ai perdu donc ce qui s'est passé pour te donner l'histoire, j'ai tout gagné, on va dire jusqu'à mes 17 ans. Puis là moi j'ai cru que j'étais la meilleure, que ça y est, j'étais arrivée. Puis tout le monde me le disait, donc moi j'y croyais, donc j'ai un peu ralenti et arrêté de m'entraîner. Et puis on m'a rattrapée. Et cette année-là, j'ai perdu 2 titres. J'ai perdu un titre en vague et un titre en freestyle. Quand tu dis un titre, c'est un titre de championne du monde. Après, j'ai été vice-championne du monde, mais pour moi, c'était le drame. Et là, ouais, après, ça a duré 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai pleuré. J'ai dit, mais je veux plus, en fait, prendre le risque de revivre ça parce que ça m'a brisé le cœur d'avoir perdu. Et puis en fait, ça m'a donné tellement de motivation après et les mois d'après, j'ai progressé mais énormément. Donc en fait, je suis contente que ça se soit passé parce que ça m'a donné une motivation de dingue. C'est quoi l'ambiance avec les concurrentes? Il y a une bonne ambiance. Là sur le podium, c'est génial sur le podium cette année avec le podium des championnes du monde. La vice-championne du monde et la 3e mondiale sont toutes les 2 brésiliennes. On habite juste à côté au Brésil. Donc, on était trop contentes d'être sur le podium toutes les 3. Et puis, il y a une bonne ambiance. À chaque fois, on était en finale toute l'année ensemble. Et à chaque fois sur l'eau, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance. Surtout, avec Kéziane, donc là, qui a été vice-championne du monde. On s'est croisés sur pratiquement toutes les finales. Et à chaque fois, on se marre sur l'eau. Enfin, c'est vraiment sympa. Et c'est très fair-play. Alors c'est rigolo parce que quand on voit tes photos de compète, j'ai vu 2-3 photos avec le drapeau de la France, tu te sens française quoi. Alors oui, je me sens très française. Je fais mes études en France, à la maison on parle français, je me sens très française. Après ça me fait un peu bizarre d'avoir le drapeau de la France parce que je ne m'entraîne qu'au Brésil. Ouais. Donc c'est un peu partagé, mais oui, après évidemment je suis française. On est à Paris, je le disais. T'es venu passer tes examens. C'est ça. Déjà, merci d'être venu ce soir pour le podcast. Désolé pour les parents, j'espère que ça ne te perturbe pas dans ta Non, ça ira. Tout ça. T'étudies où? J'étudie à l'EDEC. Magnifique. Alors, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Je suis en première année là. Et franchement, ça se passe très bien. Je te dirai après mes examens, après demain, mais normalement ça devrait aller. Et c'est pas trop difficile d'être loin? Non, ça va. J'ai un programme qui est super parce que je dois être à Paris seulement 4 fois par an pour passer mes épreuves. Et après le reste, je suis les cours quand je veux. Donc ça c'est top parce que avec ma vie, je peux travailler de où je veux, quand je veux. Et ça c'est vraiment chouette, ça s'adapte bien.
Et voilà. Et c'est pas trop dur alors? Parce que là, pareil, c'est des années étudiants. Alors les decks, il y a des fêtes, c'est le feu et tout ça. Comment tu gères ça? Est-ce que tu mets de côté tout ça, ta vie d'étudiante, ou t'arrives quand même en... Non, pas vraiment. Bah, on est plusieurs étudiants à étudier en ligne, donc on se retrouve après les examens. Et puis après, moi, j'ai des amis qui sont étudiants aussi, donc je fais pas les fêtes étudiantes, mais on fait la fête ensemble. Donc j'ai quand même ce côté fête. Mais et puis la vie étudiante, on l'a aussi à Paris quand on vient sur les examens. Bon, après c'est 4 semaines par an, mais je la vois quand même, on va dire. Qu'est-ce que tu as envie de faire après tes études? Pourquoi t'as fait les decks? Eh ben c'est une bonne question. Je savais pas ce que je voulais étudier. J'hésitais entre une école de commerce et une école d'ingé. Et l'école de commerce, c'était le mieux en ligne. Et puis le DEC, c'est une école très reconnue que mon frère avait fait, donc je sais que c'était bien. Et puis du coup, je me suis tournée vers les DEC. Donc là, c'est un bachelor. Et après, je prévois de faire un master. Je sais pas encore en quoi. J'ai encore quelques années pour réfléchir. Mais voilà, c'est l'idée. J'ai pas encore trop d'idées pour le futur, mais on verra. Combien de temps t'as envie de continuer à faire de la compète, d'être une pro rider? Bah déjà, je pense jusqu'à temps que j'ai encore envie d'en faire. Donc ça, ce qui est super avec les études, c'est que du coup, je fais du kite parce que je veux et pas parce que je dois. Et ça, déjà, je pense que ça fait une énorme différence pour le faire en fait, parce que je le fais vraiment par envie et par passion. Donc jusqu'à temps que j'ai envie de... C'est toi qui est arrivé à ce truc-là de dire je vais faire des études comme ça, ou... Ouais, toute seule, quoi. Ouais, après, c'était pas... Nous, on est... Non, je dis ça parce que ça, c'est vraiment typiquement le genre de phrase, c'est que les parents essaient de te mettre dans le... Non, C'est c'était marrant, vraiment quoi. important. Et puis oui, de pas dépendre du kite. Non, pour moi, c'est important et vraiment de le faire parce que j'ai envie et de pas avoir une pression justement sur le kite où je dois réussir parce que c'est ma seule option. Donc là, ça permet de garder le kite vraiment en passion. Et si un jour j'ai plus envie d'en faire, ben j'aurais fait des études à côté et je pourrais faire autre chose. Bravo. Merci. Tiens, on va se faire un petit QCM, tiens. Ambiance étude, quoi, tu vois. C'est parti, ça me prépare pour demain. C'est quoi demain? Demain, c'est microéconomie. Ah bah très bien, bon, ça va pas être microéconomie là. Mais... prendre un gros risque calculé ou assurer un run parfait? Ça dépend de la situation. Mais je dirais assurer un run parfait. Ouais. Mais j'ai déjà fait les deux, assurer un run parfait. Ton super pouvoir en compète, c'est le calme, la précision, ou le JV, on verra après? Le calme et la précision, je pense. Le calme. Ouais, t'es zen quand tu Ouais. y vas. Ah, magnifique. Si ton ride devait tenir en un mot, puissance, fluidité ou folie douce? Fluidité, j'espère. Fluidité, clairement. Ouais. Annecy ou Préa? Ouh. Préa en été et Annecy en hiver. Je confirme. La journée parfaite serait plutôt du slalom à la Clusa ou des vagues au Brésil? Des vagues au Brésil. Même si le slalom me manque, j'aimerais bien en refaire un peu cet hiver. Mais des vagues au Brésil, je suis obligée. T'es ski de temps en temps quand même? Ouais, là j'y vais le week-end prochain et faire du ski. Avant la compète, tu te mets une playlist qui tabasse, silence total, ou les blagues de ton frère? Les blagues de mon frère et de mon papa. J'ai essayé les playlists qui tabassent et en fait ça me stresse trop. Donc moi je suis sur la plage en train de dire des bêtises et c'est ça qui m'aide. Ah ouais, t'as fait le truc avec J'ai essayé, moi, le casque beat sur les oreilles. Il y a des photos, j'ai hip-hop, rap, j'ai essayé tous les genres de musique. Après j'ai essayé une musique relaxante et rien n'y fait. Moi je peux pas, j'ai besoin de rigoler et de dédramatiser la situation. À l'entraînement, c'est 30 fois le même move ou 10 trucs différents, le truc que tu préfères faire? 30 fois le même move. 30 fois le même move, ça tu kiffes, rien lâcher, y arriver à la fin. Jusqu'à temps que ça passe. Ah, excellent. Inspiration rideuse, Michaeli Sol ou Mouna White? Mouna. Mouna? Ouais, elle est incroyable dans les vagues. Moi, c'est mon inspiration de toujours. Ah ouais, Mouna White qui est d'Hawaï, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Qui ride à Maui, ouais, qui est incroyable en kite, en wing maintenant, elle fait des trucs incroyables. Et Michaeli Sol qui est une freestyleuse brésilienne. Journée sans vent, c'est déprime, petit bouquin tranquille ou entraînement quoi qu'il arrive? Entraînement, salle de sport et école. Le soir, c'est plutôt fête avec les riders ou plutôt dodo pour profiter du vent le lendemain? Dodo, après s'il n'y a pas de vent le lendemain, fête. Mais pas tous les soirs.
Il faudrait que tu m'expliques un truc. Hein. Parce que moi, quand je suis allé à l'Algérie, tout le monde allait se coucher à 22h et se lever à 4h du mat pour aller faire la bringue. Je sais pas si ça existe encore, ça. Il se levait à 4 heures pour faire la fête? Ah ouais, t'es surprise aussi. Hein. Ouais. Ah bah, Non, c'est pas de ma génération. Non, moi, c'est jusqu'à 4 heures, mais à 4 heures, tu vas dormir. Ah ouais. Ah bah, nous, on était à Algérie, il se passait rien. Alors, peut-être entre 22h et 2h du mat. Sérieux? Et nous, 3 fois, on se réveille à l'hôtel, on dit, mais bon. Mais peut-être qu'il y avait une soirée cachée entre 22h et 4 heures. On a fait 10 jours, on n'a jamais rien compris. Qui c'est le plus stressé à mon lit? C'est toi, ton père ou ton frère? Mon père. Ton Mais père, il le montre pas. Mais il est très stressé. il regarde quand même. Il regarde, mais il est là pour nous retirer du stress, donc il essaye de pas le montrer, mais je sais qu'intérieurement, c'est lui le plus stressé. C'est quoi la plus belle sensation du monde? Une figure que tu rentres pour la première fois, ta première vague parfaite ou ton premier titre mondial? Mon premier titre mondial. Ah, sans hésitation. Sans hésitation. Je pense que c'était le plus beau titre. Ah, C'est raconte-nous, magnifique. comment ça se passe? T'as quel âge quand t'as ton premier titre mondial? J'ai 16 ans, on est à Tarifa en Espagne, ça fait 3 mois que je m'entraîne tous les jours à faire, comme on a dit, des trous dans l'eau avec des kite-loops. Et il y a une compétition de big air, les championnats du monde, et là je gagne et c'était incroyable. Il y avait toute ma famille, mes amis, toute l'équipe de chez Norse, et je me souviens, on m'a porté sur les épaules et c'était une sensation de dingue parce qu'en fait c'est vraiment tous les efforts, tous les compromis, enfin tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années qui finalement payaient quoi. C'était vraiment dingue. T'as fêté ça derrière? Ouais. Oui. On l'a dit hein, en intro, le côté rôle modèle, c'est quelque chose qui est important pour toi. Qu'est-ce que ça représente justement d'être un modèle pour d'autres femmes ou des petites filles Je pense que c'est quelque chose déjà qui est assez gratifiant. Enfin, ça fait plaisir de se dire que d'autres personnes sont inspirées grâce à toi, mais aussi c'est quelque chose qui me pousse vraiment pour pouvoir montrer surtout aux petites filles qui, comme moi, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment ce modèle, surtout en strapless freestyle, de voir des filles qui déchirent et puis qui peuvent faire les mêmes figures que les hommes. Donc pouvoir montrer qu'on peut faire la même chose, c'est vraiment ce qui m'inspire. Et puis ce qui me pousse à progresser, c'est d'être de plus en plus proche du niveau des hommes, de réduire cette différence. Ah ouais, et t'es contente de Ça se rapproche. Quand j'ai commencé, pendant le Covid, avant le Covid, je pense que les hommes faisaient 2 rotations. Et là, pendant le Covid, on était en confinement, mais on kitait tous les jours. Et là, mon frère pose la 3e rotation. Là, je me dis, c'est pas possible, on peut pas avoir 2 rotations d'écart. Et du coup, j'ai posé un double front et lui posait le triple. Et là, maintenant, je pose le triple aussi. Donc, je pense que ça se rapproche. Et il a pas claqué le quadruple encore. Et il a pas le quadruple. Donc, on se rapproche. Énorme. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite, si tu te voyais, la petite Capucine de 7 ans là, qui tanne, qui est un peu la dernière de la famille là, qu'est-ce que tu lui dirais si tu la croisais? Mais je pense que j'ai pas grand-chose à dire parce que j'avais beaucoup de caractère, donc j'ai pas vraiment besoin de lui dire lâche pas parce que je l'aurais pas lâché. Mais ouais, que ça va le faire et que de faire exactement ce que j'ai prévu de faire. Alors moi, il y a un truc, quand je t'écoute, je me projette aussi comme papa, mais je dis, attends, le père de Capucine, il a tout réussi, le gars, il est trop fort. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'il aurait pu faire différemment? Non, je pense pas. Non, mes parents sont vraiment, ils sont vraiment très très forts. Les deux, ma maman aussi. Après, mon papa, lui, est plus sur la partie kite, mais il est incroyable. C'est la personne qui me connaît le plus. Donc, il était très partie technique. Après, maintenant, il est un petit peu moins technique, je dirais, parce que maintenant, il faut que je le comprenne moi-même, les figures. Il y a un moment où il y a un peu une limite. Mais du coup, il est aussi sur la partie mentale et il sait exactement ce qu'il faut me dire quand, avant une compétition, des fois... avant une finale, je vais avoir un petit coup de stress. On a eu 2-3 fois là cette année où avant dans la voiture, je dis non mais c'est pas possible, je peux pas gagner et tout, les pleurs et tout. Et à chaque fois, il sait quoi dire et tout. Donc c'est un papa très très fort. Ouais, en plus il est médecin. Donc... Et en plus, il recouse et tout. C'est très pratique. À chaque fois qu'on se coupe, hop, petit point de suture et c'est fait. Ah, c'est pratique, ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager une session, une session incroyable? Peut-être si tu devais garder une session, ton meilleur souvenir, pas quelque chose de compète, mais un moment génial que tu as vécu,
qui fait que t'aimes le kite, en fait? Qu'est-ce que tu voudrais partager? Bah, je pense que les meilleures sessions que j'ai... Ah oui, la meilleure session que j'ai eue, on était en Écosse avec pour un shoot mystique avec Francesca qui est Queen of the Air, Oswald et Camille, et il faisait très 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 froid. On avait des cagoules, des chaussons, des gants, sauf que en fait le crew n'avait pas pris assez de cagoules et de chaussons pour les filles, donc je pense que moi j'avais la cagoule mais pas de chaussons, et Francesca avait pas la cagoule et les chaussons. Enfin bref, on avait très très froid. On n'avait pas très envie d'aller à l'eau. Et là, on arrive à l'eau et un vent parfait, des vagues de dingue, une direction incroyable. Et c'était la meilleure session de notre vie. On est resté 3 heures à l'eau, je pense. À un moment, on a dû sortir parce qu'on sentait plus ni nos oreilles ni nos pieds. Mais c'était une des meilleures sessions de notre vie. Et puis on était que 4 à l'eau, quoi. C'était incroyable, juste des potes à l'eau et c'était trop bien. Ouais, ça, c'est insupportable, quoi. C'est la fille qui habite au Brésil qui dit t'as pas d'excuses, même avec une cagoule, tu peux avoir la meilleure session de ta vie, quoi. Non, c'était vraiment génial. On n'a même pas senti le froid. C'était quoi, ça a été quoi, ta plus grosse galère? Oh, j'ai eu une sacrée galère. Premier shoot pour North, on va à Hawaï. Donc on arrive là-bas avec Camille et là-bas il y avait Jesse Richman qui à l'époque raidait pour North. Il nous reçoit et nous dit allez on va à l'eau Ukipa. Donc en fait Ukipa c'est une petite plage, c'est pour se mettre à l'eau je dirais même pas 10 mètres de large et puis il y a une falaise à droite, une falaise à gauche. Et on rentre à l'eau et tout, il y a des grosses vagues, moi j'ai pas encore trop le niveau, j'ai un peu peur, première session à Hawaï, et il commence à pleuvoir. Et moi je sais qu'au Brésil, quand il pleut, le vent s'arrête. Donc je vais voir Camille dans l'eau et je dis mais est-ce que le vent il va s'arrêter? Camille me dit mais non, ride, t'inquiète, ça va le faire. Et du coup je me dis bon bah s'il le dit, je vais continuer à rider. Sauf que le vent commence à baisser. Cam lui sort de l'eau en premier, il arrive à attraper la plage au bon endroit parce qu'il fallait pas se rater, et moi évidemment je dérive trop, je loupe la plage, et il faut savoir que c'était déjà près du coucher de soleil. Je loupe la plage et là Jesse me dit mais t'inquiète viens, c'est pas grave, on descend sous le vent, on va aller chercher une autre plage. On commence à descendre sous le vent, il passe devant, je passe derrière, mon kite tombe dans l'eau, il met un peu de temps à s'en rendre compte, le temps qu'il s'en rende compte il y avait pas assez de vent pour qu'il vienne me chercher. Donc là je me retrouve à 1,5 km du large, je pense. Le vent tourne off, donc m'emmène encore plus au large. Et là, il y a plus de vent, il y a plus rien, et je suis toute seule dans l'eau. Donc, en panique, je fais pas le self-rescue. Je largue mon kite parce que mon kite me tire au large. Le kite qu'on devait shooter pour la nouvelle collection. Le kite parti. Donc là, je me retrouve sur ma planche. Je me souviens avoir pleuré. J'ai pleuré et après, je me suis dit, mais non, là, je vais perdre de l'énergie. Ne pleure pas, nage. Le coucher de soleil, moi, je me dis, mon Dieu, les requins. Donc je commence à nager et tout. Et là, j'arrive sur une plage pleine de cailloux, j'arrive à sortir de l'eau, je trouve un téléphone et j'appelle Jesse parce que tout le monde le connaît là-bas. Et donc en fait, ils sont venus me chercher. Mais l'autre côté, donc ça a duré presque 2 heures. Et l'autre côté de l'histoire, c'est que Cam était sur la plage et lui a vu le kite avec les jumelles. Ils ont appelé l'hélico. Donc j'étais très contente de me retrouver et ouais, j'ai eu très très peur. Mais c'était moins rigolo quand le lendemain j'ai dû appeler notre team manager en lui disant que j'avais perdu le kite du shooting. Après il a compris, j'ai dit mais j'ai failli mourir, déjà tu m'as moi. Mais je pense que ça c'est le moment où j'ai eu le plus peur avec les requins au coucher de soleil. Ah, ça peut faire peur, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas encore faites que t'as envie de faire, une prochaine expérience, quelque chose qui est dans le coin de ta tête? Il y a il y a des voyages kite que j'aimerais bien faire. Et après, j'ai quelques objectifs, mais c'est pas encore fondé. C'est-à-dire? Raconte-moi. Non, c'est des trucs plus perso. Je me suis inscrite pour faire un marathon l'année prochaine, mais j'ai pas encore commencé à m'entraîner, donc on verra. C'était un peu un challenge, mais à voir. Ok, donc marathon et puis un voyage kite, c'est où? C'est Maurice? C'est où J'aimerais bien aller à Maurice. Après, j'aimerais beaucoup à Salles. Là, cette année, je vais retourner au Cap-Vert faire des tubes. Donc, j'ai quelques objectifs plus kite. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Merci pour le partage, hein. C'était vraiment très cool. Merci à toi. Moi, j'aime bien poser cette question pour conclure l'épisode. Qui t'aimerais entendre sur Mordu? Quelqu'un qui t'inspire? Ouh. Ah, j'ai. Je pense que ce serait super intéressant d'écouter Angélie Bouillot, qui est une des pionnières du kite en big air, parce que maintenant on voit à quel point le big air féminin a explosé en twin tip,
Et c'était la première à pousser le niveau des femmes. Elle était au King of the Air seulement avec des hommes. Donc ce serait assez intéressant, je pense, d'écouter son histoire. Ah ouais, bah écoute, on était en contact avec Angélie, et c'était pendant le Covid, et puis on s'est pas croisés, mais ouais, j'aimerais bien la relancer. Ah ouais, ça a été la première, elle faisait la compète avec les hommes, en fait. Elle a dit, non mais les gars, j'ai le niveau, en fait, je veux être dans la compète, quoi. Et, c'est ça. Wow. Et puis c'est grâce à elle, après, qu'il y a eu une discipline pour les femmes. Donc c'est énorme ce qu'elle a fait pour le sport. Capucine, merci pour la super énergie, bravo pour le palmarès de fou, et puis on aura l'occasion de te recevoir peut-être dans 5 ans, dans 10 ans ici, je sais pas. On verra. J'espère, merci beaucoup. Salut Capucine, ciao. Salut, merci. J'espère que cet épisode de Mordu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et pour nous soutenir, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous 5 étoiles. Ça nous aide vraiment à faire découvrir le podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta, @mordulpodcast, pour les coulisses, les punchlines et les actus de la glisse et de l'outdoor. Et si vous avez des retours ou des idées d'invités, écrivez-nous directement, on adore échanger avec vous. Écouter des podcasts, c'est cool. Rider, c'est encore mieux. J'espère que la prochaine session est pour très bientôt. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mordu. Ciao.